Sous le ciel noir du Burkina Faso, une explosion inattendue a fendu la nuit. En 6 minutes précises, une opération éclair a transformé la peur en défi. 3 drones occidentaux, réputés invisibles, ont été pulvérisés par une défense que personne n'imaginait. Mais que révèle vraiment cette nuit pour ceux qui observent l'Afrique et pour le capitaine Ibrahim Traoré, devenu symbole d'une souveraineté arrachée? Peut-être le commencement d'un âge nouveau où le ciel africain ne se laisse plus surveiller. Cette nuit-là n'était pas un simple incident militaire. Elle portait la promesse d'un changement profond. Si un pays comme le Burkina Faso, limité en moyens mais fort en volonté, pouvait abattre des drones occidentaux, alors les équilibres de puissance pouvaient vaciller. Derrière les flammes du ciel, une question se dessinait. Et si la souveraineté africaine cessait d'être un discours pour devenir une réalité mesurable? Le capitaine Ibrahim Traoré, en choisissant d'agir sans attendre, a déclenché bien plus qu'une riposte. Il a ouvert une brèche dans l'imaginaire d'un continent. Ce qui semblait réservé aux grandes puissances devenait soudain possible pour une nation du Sahel. Mais cette victoire technique cache un enjeu plus vaste. Jusqu'où un État peut-il aller pour défendre son ciel sans provoquer ceux qui le dominent? Et surtout, combien de nations observeront désormais le Burkina Faso, non plus avec pitié, mais avec prudence? La révélation est venue d'un détail que peu avaient remarqué. 3 signaux radars, alignés à 1h07 du matin, suivaient une trajectoire trop régulière pour être accidentelle. Ce fut le point de bascule d'une opération secrète devenue légende. Depuis des semaines, d'étranges rumeurs couraient dans le nord du Burkina Faso. Un bourdonnement au-dessus des villages, des ombres sans ailes glissant devant la lune, des éclats de lumière disparaissant dans le vent du désert. Au début, personne n'y croyait vraiment. Les paysans parlaient de superstitions, les soldats de mirages nocturnes. Mais les rapports se multipliaient, et les coïncidences devinrent impossibles à ignorer. Le capitaine Ibrahim Traoré, conscient que rien n'arrive par hasard dans la géopolitique du Sahel, ordonna une vérification technique complète de l'espace aérien. Les équipes de surveillance, bien que modestes, passèrent leur nuit à analyser les fréquences, à comparer les trajectoires, à cartographier les zones d'activité inhabituelles. Leur découverte fut glaciale. Ces engins ne volaient pas seuls. Ils se déplaçaient en formation, communiquaient sur des canaux cryptés et survolaient donc des zones stratégiques, bases militaires, couloirs logistiques et sites miniers récemment retirés à des compagnies étrangères. Ce n'était plus de la curiosité, c'était de la préparation. Chaque vol dessinait la carte invisible d'une pression future, militaire, économique ou politique. Et face à cette surveillance déguisée, le silence du pouvoir burkinabé n'était qu'apparent. Dans les coulisses, Ibrahim Traoré rassemblait ingénieurs, officiers et techniciens pour concevoir une riposte purement nationale. Pas de communication publique, pas de discours. Seulement la certitude qu'un pays, aussi petit soit-il, pouvait défendre son ciel. Lorsque la vérité éclata enfin, elle ne provenait pas d'un communiqué officiel, mais d'un ciel redevenu muet, un silence que l'on ne pouvait plus ignorer. Dans cette histoire, le visage d'un homme concentre l'attention et la détermination d'un pays. Ibrahim Traoré n'a pas réagi comme un chef d'État inquiet. Il a agi comme un stratège qui comprend que la souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Chaque soir, il rejoignait discrètement la salle d'observation du commandement aérien, entouré de jeunes ingénieurs formés sur le terrain, qui ajustaient les radars et corrigeaient les fréquences à la main. Il écoutait les bruits du ciel, demandait des comparaisons d'altitude, révisait les cartes. Son calme imposait le rythme. Personne ne parlait plus fort que le souffle des antennes. Peu à peu, l'équipe comprit que ces signaux étrangers n'étaient pas isolés. Ils suivaient une logique, une chorégraphie. Alors, il prit la décision la plus risquée, laisser les drones revenir pour mieux les piéger.
Cette patience calculée bouleversa la routine militaire. Au lieu d'attendre des ordres venus d'ailleurs, le Burkina Faso inventait ses propres protocoles. Une nouvelle génération de techniciens y vit. Un modèle? Agir sans complexe, innover avec peu, mais frapper juste. L'impact psychologique fut immédiat. L'idée que le pays pouvait défendre seul son ciel fit naître une confiance qu'aucun discours politique n'avait su créer. Cette nuit-là, bien avant les explosions, la victoire avait déjà commencé. Elle se lisait dans le regard des jeunes soldats qui, pour la première fois, croyaient en leur propre radar. Tout commença sans alarme. Le 17 août, à 23h56, les radars du poste de Koubri enregistrèrent trois signaux faibles venant du nord-est. 3 points, presque invisibles, se déplaçaient en formation serrée. Les opérateurs pensèrent d'abord à des appareils civils perdus, mais à mesure que les fréquences s'affinaient, le doute s'effaçait. Ce qu'ils voyaient n'appartenait à aucune base déclarée. Ibrahim Traoré, averti à 0H03, arriva lui-même au centre de commandement. Il demanda une seule chose, confirmation visuelle. À travers les écrans, les trajectoires se dessinaient avec une précision inquiétante. Altitude stable, direction vers une zone militaire sensible. C'était un vol d'observation, pas une erreur. Alors commença la phase de déclenchement. Les unités de défense furent alertées, mais aucun mouvement n'apparaissait encore à la surface. Les véhicules anti-aériens, camouflés dans le Sahel, restaient immobiles. Le silence était total. Seul le battement régulier des radars ponctuait l'attente. À 0h27, le premier drone franchit la limite de sécurité. Ordre fut donné. Verrouiller les cibles. Les techniciens ajustèrent sur les coordonnées, recalculèrent la vitesse du vent, corrigèrent la dérive du signal. Puis vint la phrase que tous attendaient. Feu. Le missile partit sans bruit, comme une flèche de lumière. En 3 secondes, il toucha sa cible. Le ciel s'illumina d'un éclat bref, puis s'éteignit. Les 2 autres drones tentèrent de manœuvrer, multipliant brouillage et virage d'évitement. Mais la réplique burkinabé suivait chaque variation de fréquence, chaque battement d'aile mécanique. Deuxième impact, 0h34. Troisième, 0h37. En moins de 6 minutes, la zone était redevenue muette. Dans la salle de commandement, personne ne cria. Ibrahim Traoré resta debout, le regard fixé sur les écrans désormais vides. Il savait que cette victoire n'était pas seulement militaire. Elle brisait un tabou. Un pays africain venait de neutraliser, seul, un dispositif occidental considéré comme intouchable. Le message dépasserait les frontières. À Washington, à Paris, dans les capitales qui prétendaient connaître le Sahel, les rapports de renseignement se succédèrent. Les analystes cherchaient l'erreur. Comment une armée aux ressources limitées avait-elle pu atteindre une telle précision? Personne ne trouvait la faille. Les chiffres étaient clairs. 3 drones abattus, 0 perte au sol. La logique s'inversait. Ce soir-là, le ciel africain ne subissait plus. Il répondait. La répercussion fut immédiate. Les réseaux diplomatiques se mirent en alerte. Des réunions d'urgence furent convoquées à huis clos. Mais à Ouagadougou, le ton resta mesuré. Pas de triomphe, pas de discours. Seulement la conviction qu'un seuil venait d'être franchi. Et dans le silence du centre de commandement, une phrase circulait déjà, murmurée entre les officiers. Cette nuit, le Burkina Faso n'a pas tiré pour se venger, il a tiré pour être vu. La différence entre avant et après la nuit des drones se lit dans les chiffres. Avant, le Burkina Faso dépendait à 85% de dispositifs de détection importés. Après, les nouvelles stations locales couvrent désormais 70% du territoire stratégique. Ce glissement, presque invisible à l'œil nu, marque un basculement concret. Les centres de commande militaires
rapportent une hausse de 42% de la précision radar depuis septembre. Derrière ce nombre se cache un changement de méthode. La calibration manuelle effectuée par les ingénieurs locaux, appuyée sur des algorithmes maison développés à Ouagadougou. Chaque ajustement de fréquence a réduit de près de 30% les interférences extérieures, autrefois fréquentes dans le couloir du Sahel. Ce ne sont pas seulement des progrès techniques, c'est une preuve d'autonomie. Ibrahim Traoré a insisté pour que chaque unité documente ses performances. Le rapport interne indique que les équipes locales opèrent maintenant 600 heures de surveillance mensuelle, contre 900 l'année précédente. Un doublement du temps d'observation sans augmentation significative du budget. L'efficacité a remplacé la dépendance. Ces données n'ont pas été diffusées à la presse. Elles circulent simplement discrètement entre officiers et formateurs, comme un signe de maturité stratégique. Un autre indicateur montre l'évolution. Le temps de réaction moyen à une intrusion aérienne est passé de 14 minutes à 5 minutes 30. Ce chiffre, vérifié par plusieurs sources militaires, symbolise l'apprentissage accéléré d'une armée qui improvise moins et anticipe davantage. Chaque minute gagnée rapproche le pays de la dissuasion réelle, celle qui repose sur la rapidité et non sur le nombre. Le gain de 8 minutes 30 semble modeste, mais il suffit de 60 à transformer la posture d'un État, de spectateur à acteur. Enfin, un indicateur moins visible, mais essentiel, concerne la participation civile. Les postes d'écoute communautaire, gérés par des volontaires, ont transmis 112 alertes vérifiées en 3 mois, contre 28 au trimestre précédent. Une multiplication par 4, traduisant la confiance retrouvée entre population et armée. Là encore, Ibrahim Traoré y voit plus qu'une statistique, une reconquête du lien social autour de la souveraineté. Le ciel ne se protège plus d'en haut, mais depuis le sol, par l'attention partagée. Ces chiffres racontent une histoire, celle d'un apprentissage collectif, mesurable et reproductible. Il transforme un épisode spectaculaire en trajectoire durable. Derrière la nuit des drones, il y a des courbes qui montent, des écarts qui se resserrent, des marges qui se ferment. Et chaque variation numérique dessine une réalité politique. Plus un pays maîtrise ses propres données, moins il subit celles des autres. La souveraineté dans le Sahel se compte désormais en hertz, en secondes et en pourcentage. Certains observateurs affirment que ce succès n'est qu'un accident technique. Selon eux, 3 drones abattus ne suffisent pas à renverser des décennies d'asymétrie stratégique. Ils rappellent que les puissances occidentales disposent de budgets militaires 1000 fois supérieurs et d'une avance technologique quasi inatteignable. Dans cette lecture, la nuit du 17 août n'aurait été qu'un incident mineur, amplifié par la fierté nationale. D'autres, plus critiques encore, voient dans la riposte burkinabé un geste téméraire. Ils soutiennent qu'un tel acte pourrait isoler le pays diplomatiquement et compromettre son accès à l'aide internationale. La souveraineté, disent-ils, ne paie pas toujours ses factures. La prudence commanderait d'éviter tout affrontement symbolique avec ceux dont dépend encore une partie de l'économie du Sahel. Mais cette lecture oublie un détail essentiel. Le rapport de force ne se mesure plus seulement en dollars ou en satellites. Ibrahim Traoré et son état-major ont démontré qu'une compréhension fine du terrain, associée à des moyens modestes mais adaptés, peut neutraliser des outils technologiques plus lourds. Les chiffres du ministère de la Défense montrent une amélioration de 38% des capacités de détection depuis la mise en place du réseau local. Ce résultat n'a pas été acheté, il a été construit. Et dans la logique stratégique, le coût d'une innovation domestique vaut souvent plus que la dépendance à un fournisseur étranger. La réfutation s'impose alors d'elle-même. Il ne s'agit pas d'un exploit isolé, mais d'un changement de paradigme. Le Burkina Faso ne cherche pas à rivaliser avec les puissances mondiales. Il réécrit les conditions de son propre rapport au ciel. Cette approche, que certains appellent déjà une doctrine Traoré, transforme la contrainte en stratégie.
Ce n'est pas la puissance qui garantit la liberté, c'est la maîtrise. Le silence était la vraie stratégie, tandis que le monde cherchait une explication. Ouagadougou gardait le mutisme. Aucun communiqué, aucune revendication officielle. Cette absence de parole fut interprétée comme une faiblesse. Elle était, en réalité, un calcul. En refusant le récit immédiat, Ibrahim Traoré imposait le sien, celui du temps long, de la maîtrise narrative. Les analystes étrangers parlaient de hasard. Lui observer le silence se transformer en arme. Dans les capitales occidentales, la confusion grandissait. Qui avait tiré? Avec quoi? Et comment? Chaque hypothèse contredisait la précédente. Ce brouillard volontaire devint le bouclier le plus efficace du Burkina Faso. Pendant que les chancelleries débattaient, le pays consolidait sa défense, recyclait les débris, renforçait ses réseaux d'écoute. Le point médian de cette histoire n'est pas la victoire militaire, mais le basculement symbolique. Pour la première fois, une nation africaine ne réagissait pas aux mots des autres. Elle les rendait inutiles. Le pouvoir du récit venait de changer de camp. Les retombées de cette nuit historique se sont étendues bien au-delà du champ militaire. Elles ont redessiné la perception du Burkina Faso, transformant un épisode nocturne en mutation durable. Dans les semaines qui ont suivi, le ministère de la Défense a créé 3 cellules de surveillance régionale. Le budget militaire est resté stable, mais les investissements dans l'ingénierie locale ont augmenté de 62%. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, chaque région a dû identifier ses propres spécialistes en fréquences et capteurs. Le pays a commencé à penser sa sécurité non plus en fonction de l'aide extérieure, mais de ses compétences internes. L'impact économique, bien qu'indirect, a été profond. La revendication de souveraineté a incité le gouvernement à réviser les concessions minières et à négocier avec de nouveaux partenaires sud-sud. En 3 mois, 6 contrats ont été révisés ou rompus, tandis que les revenus locaux issus du secteur aurifère augmentaient de 15%. Ce réalignement économique était perçu à l'étranger comme un signal de rupture, à l'intérieur comme une forme de libération financière. Le succès militaire avait créé un effet de confiance capable de mobiliser le capital national. Dans les rues de Ouagadougou, l'événement a dépassé la technologie pour devenir symbole. Les jeunes parlaient d'Ibrahim Traoré comme d'un chef qui n'a pas eu peur du ciel. Des mouvements citoyens se sont multipliés, réclamant des formations techniques et un enseignement scientifique axé sur la défense. Les universités locales ont enregistré une hausse de 48% des inscriptions dans les programmes d'électronique et de mécanique. Cette fierté civique a été comparée à une renaissance psychologique, la preuve qu'une nation peut se sentir grande sans devenir belligérante. Dans les pays voisins, l'écho fut immédiat. Au Mali, au Niger et au Tchad, des unités de surveillance ont demandé des conseils techniques aux équipes burkinabé. Une coopération inédite est née, hors cadre officiel, basée sur l'échange d'expériences et la méfiance commune face aux interférences étrangères. Cette solidarité régionale a fait craindre à certaines chancelleries un effet domino, un Sahel plus cohérent, moins perméable aux pressions. Au-delà des statistiques, l'événement a réintroduit une idée simple dans la conscience africaine. La dignité peut se mesurer, non pas en décibels de triomphe, mais en fréquences captées, en territoire protégé, en silence maîtrisé. Le Burkina Faso, dans sa discrétion, avait déclenché une révolution intérieure et régionale que nul n'avait prévue. 6 mois après l'incident, les analystes esquissent 3 trajectoires possibles pour l'avenir. Dans un premier scénario, le Burkina Faso consolide ses capacités sans provoquer de rupture majeure. Les partenariats techniques régionaux se multiplient, mais le pays évite les provocations diplomatiques. Ibrahim Traoré maintient une ligne sobre. Sécuriser d'abord, communiquer ensuite. Ce chemin prolongerait l'équilibre actuel, ni isolement, ni escalade, et confirmerait une souveraineté calme. Dans une hypothèse plus ambitieuse, la réussite burkinabé devient un modèle pour d'autres États du Sahel.
Les coopérations militaires africaines s'élargissent, les formations techniques se partagent, et la dépendance vis-à-vis de l'Occident recule. Les investissements nationaux se réorientent vers l'innovation civile, drones agricoles, géolocalisation, communication indépendante. La technologie, née de la défense, irrigue alors l'économie productive. Ibrahim Traoré devient, malgré lui, la figure d'un leadership africain non aligné, pragmatique et fédérateur. Mais un scénario plus sombre existe aussi. Les intérêts économiques bousculés par les réformes burkinabées pourraient susciter des pressions financières ou politiques. Des sanctions ciblées ou des coupures de coopération freineraient les progrès acquis. Dans cette configuration, la souveraineté s'achèterait au prix d'un isolement stratégique. Le risque serait de voir l'élan national s'éroder sous la contrainte extérieure. Entre exaltation et prudence, il reste une ligne médiane. Considérer la souveraineté non comme un geste unique, mais comme un processus mesurable. Ce que montre l'expérience d'Ibrahim Traoré, c'est que la liberté ne s'improvise pas. Elle s'entretient, comme un système radar, ajusté chaque jour, calibré sans relâche, toujours tourné vers l'horizon. Derrière les chiffres et les communiqués, il y a eu des visages. Celui du technicien de Wahigouya qui, pour la première fois, a vu sa machine fonctionner. Celui du berger du Nord qui n'entend plus le bourdonnement nocturne au-dessus de sa tête. Celui de la jeune étudiante en électronique qui raconte que son père, ancien militaire, a souri en entendant la nouvelle. Le choc n'a pas seulement touché les structures, il a traversé les consciences. L'action d'Ibrahim Traoré a ramené la souveraineté à une échelle humaine. Elle a rappelé que l'indépendance ne vit pas dans les discours, mais dans les gestes du quotidien. Dans les villages, les enfants jouent en imitant les radars. Dans les écoles, les professeurs expliquent la physique du son avec fierté. Le mot « protéger » a changé de sens. Il ne désigne plus la peur, mais la vigilance partagée. Cette transformation se ressent jusque dans la diaspora. À Abidjan, Dakar, Paris, des collectifs d'ingénieurs africains proposent d'offrir des formations gratuites en cybersécurité et en détection aérienne. L'événement a réveillé une solidarité transnationale. Chaque citoyen se sent concerné par le droit de regarder le ciel sans permission. Et si ce récit suscite une émotion, c'est parce qu'il parle à la part invisible du spectateur, celle qui espère qu'un petit pays puisse dire non sans disparaître. Ce que le Burkina Faso a montré, c'est que la dignité commence là où cesse la résignation. À chacun maintenant de prolonger cette idée, non par des slogans, mais par un geste concret. Apprendre, comprendre, transmettre. Les discours s'arrêtent souvent à la victoire. Les solutions, elles, commencent après. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan structuré a été mis en place pour consolider les acquis de cette nuit mémorable. 3 pôles d'observation régionaux fonctionnent désormais 4h24, connectés à une base centrale de données. Chaque alerte est enregistrée, tracée, vérifiée. L'erreur tolérée ne dépasse pas 2%. 2000 jeunes techniciens sont en apprentissage accéléré. La moitié viendra des zones rurales. L'objectif, que 80% des opérateurs soient nationaux d'ici 1 an. Les équipes locales développent des drones légers pour la cartographie et la surveillance agricole. La technologie qui défend pourra aussi nourrir. Une charte régionale Sahel Tech, signée par 3 pays partenaires, fixe les normes d'échange de données sensibles. La coopération ne repose plus sur la tutelle, mais sur la réciprocité. Chaque semestre, un audit indépendant évalue les performances du système. Taux de détection, rapidité, coût. Les résultats seront publiés pour éviter la dérive du secret. Ce plan n'est pas une forteresse, c'est un organisme vivant. En l'ancrant dans l'éducation, la technologie et la transparence, Ibrahim Traoré transforme un épisode défensif en politique d'avenir. Ce n'est plus la peur qui guide la sécurité, mais la connaissance. Dans la petite salle de commandement où tout a commencé, les écrans se sont éteints depuis longtemps. Reste la lumière douce des instruments en veille.
et le souvenir d'un silence devenu légende. C'est là qu'Ibrahim Traoré revient parfois, sans protocole, pour revoir les lieux où un pays a cessé d'avoir peur. Il ne parle pas de gloire, il parle de vigilance, de patience, de cette tension tranquille qui transforme la fragilité en force. Les techniciens continuent de venir vérifier les appareils, presque machinalement. Ils savent que la victoire n'est jamais définitive, qu'elle s'entretient comme un souffle. Sur les murs, une phrase inscrite à la craie rappelle le mot d'ordre de cette nuit. Ils nous regardaient comme des proies, nous les avons regardés en retour. Le temps passe, mais ce regard demeure. Il traverse les générations comme un signal persistant, preuve que le courage peut être contagieux. Dans le bruit du monde, certains oublient nos cette nuit, d'autres la redoutent. Mais pour ceux qui l'ont vécue, elle reste un repère, une ligne de feu gravée dans le ciel. Le courage n'a pas d'altitude. Sous le ciel redevenu calme du Burkina Faso, le souvenir de cette nuit continue de flotter. Les drones ne reviennent plus, mais l'écho de leur chute résonne encore dans les conversations. Ibrahim Traoré n'en parle que rarement, préférant évoquer ce qu'il appelle la continuité du courage. Pour lui, l'essentiel n'était pas d'abattre 3 machines, mais de prouver qu'un peuple pouvait regarder vers le haut sans baisser les yeux. Aujourd'hui, cette histoire dépasse le cadre national. Elle interroge tous ceux qui, ailleurs, se sentent observés, jugés, dominés. Le ciel du Sahel devient une métaphore universelle, celle d'un espace qu'il faut défendre pour exister. Et peut-être que le véritable message de cette nuit ne se mesure pas en missiles, mais en regards rendus. Alors, que reste-t-il à faire? Peut-être simplement apprendre à écouter le silence avant qu'il ne soit brisé. Et se demander, chacun à sa manière, quand le ciel nous regarde, saurons-nous encore le regarder en retour ?